Basé à Montréal, Éric Lerest a travaillé à la Société Radio-Canada pendant plus de 35 ans. En tant que journaliste et réalisateur, il a travaillé pour les principales émissions d'information et d'actualité télévisées des services français. Parallèlement à sa carrière, Éric a toujours entretenu un intérêt marqué pour la spiritualité, et depuis 40 ans, il enseigne la méditation et la philosophie offerte par les Brahma Kumaris, un organisme international dont il agit à titre de coordonnateur national au Canada. Alors, je vous ai parlé depuis quelques épisodes de cette fameuse baleine. Alors, les gens vont se demander, mais de quoi veut-il parler en parlant de baleine? En fait, la baleine est le nom qu'on a donné à une formation depuis très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte qu'une courbe de structure narrative avait en fait un peu l'aspect d'une baleine, mais bon, avec un angle original et un œil un petit peu artistique. Donc, c'est un peu le profil d'une baleine, avec la queue de la baleine, l'épine dorsale, la tête de la baleine qui, comme ça, passe de profil en nous regardant discrètement. Et l'idée est la suivante, c'est que quand on a fait une recherche, qu'on a trouvé un angle, on sait ce qu'on veut dire, on a trouvé même une idée maîtresse claire, un fil conducteur très très fort, on veut affirmer quelque chose d'un point de vue éditorial, on a trouvé des bons personnages, on a des gens qui nous disent des choses passionnantes, on a des histoires à travers les personnages. On a fait du tournage, on a réussi à montrer en fait tous les aspects reliés à cette idée maîtresse. Maintenant, il faut mettre ça ensemble. Et là, dans la structure narrative, on dit que le quatrième principe de cette idée, c'est que la meilleure façon de raconter l'histoire, c'est d'utiliser une méthode naturelle. Et on se rend compte que dans la structure narrative, il y a en fait plusieurs étapes qui sont très faciles et naturelles. Alors la première étape, c'est un peu le début de la courbe qui représente ce qu'on appelle le hook ou l'amorce, un aspect souvent plus dramatique, un peu plus fort, des effets spéciaux des fois ou des montages un petit peu plus rapides, une musique plus dramatique. Bon, ça c'est l'aspect plus traditionnel. Souvent les amorces, par exemple, sont des synthèses de différents clips très forts de l'histoire, mis bout à bout, avec une musique, puis après, il y a le titre du reportage. Dans les films, très souvent, le cliché vraiment, c'est une première aventure un peu dramatique avec le héros, puis il y a des explosions, ça part dans tous les sens, ça dure quelques minutes, puis après, pouf, ils arrivent avec le titre du film et le sous-titre, c'est ça qui est important. Et dans notre façon de raconter l'histoire, souvent il y a un punch au début, il y a une ouverture dramatique. Alors, ça peut être très simple, il y a 3 milliards de façons minimum de faire une amorce, de commencer notre histoire. Oui, ça peut être dramatique, des fois ça peut être au contraire mystérieux. Des fois ça peut être un petit peu 4h12, Jacques se lève, un matin comme tous les matins, seulement ce ne sera pas un matin comme tous les matins. Et aujourd'hui, il va réaliser à quel point sa relation avec Maurice, l'île Maurice, a complètement changé. C'est mon histoire. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un début qui est un peu dramatique, et à la fin de cette amorce, c'est là, en général, qu'on veut placer l'idée maîtresse dans une forme subtile. Ça peut être sous la forme d'un clip, un extrait sonore d'un intervenant. Ça peut être le titre du reportage, ça peut être un commentaire du journaliste ou de la journaliste. Parce qu'on dit que c'est à ce moment-là qu'on veut établir un contrat avec le téléspectateur. C'est là qu'on veut dire au téléspectateur, moi je t'amène là. Et ce dont on va parler, c'est de ça. Et le message que j'essaye de te faire passer, on ne donne pas le message au complet, parce que des fois on veut le garder pour la fin aussi, mais on donne une bonne idée, peut-être l'angle, peut-être que là on pose la question. C'est toujours un bon endroit pour le faire. Mais à la fin de l'amorce, c'est là qu'on veut asseoir vraiment l'histoire sur une idée claire. Comme ça, le téléspectateur, il sait exactement où on s'en va. La deuxième partie de la baleine, la courbe dramatique, c'est un peu quand ça baisse, l'attention va baisser. Alors la courbe, oui, j'ai oublié de le dire, c'est quand même ce qu'on appelle l'engagement émotif. Donc sur la verticale, c'est l'engagement émotif, degré de rétention parfois aussi, l'intérêt, code d'écoute, tout ça, ça marche. C'est donc l'impact
de mon histoire sur celui qui la reçoit ou celle qui la reçoit. L'autre ligne, c'est la chronologie, tout simplement. Le début de mon histoire, la fin de mon histoire. Donc le début, l'amorce, je crée une réaction émotive importante, c'est d'intérêt. Après, là, je donne le contexte qui est nécessaire. Alors oui, je me suis levé ce matin, puis c'était le jour qui allait changer ma vie ou ma perception de Maurice. Là, il faut donner le background. Oui, c'est que moi, je viens d'un pays très froid, vous comprenez, il fait moins 40, puis on vit dans des yeux très, très froids. Alors donc, évidemment, en arrivant à Maurice, ça change. Mais aussi, j'étais là, et puis ma mère est comme ci, puis hier, j'ai acheté un petit objet, puis c'était vraiment quelque chose qui est important. On donne un contexte. Et en fait, on place des éléments, puis les gens sentent que, OK, je prépare l'histoire. Et ce contexte-là, c'est au début qu'il est important. Les gens, des fois, ils le mettent n'importe où, en pièces détachées, on se perd complètement. C'est très intéressant de le mettre à ce moment-là. Oui, l'attention du téléspectateur va baisser un peu parce qu'on donne des éléments factuels. C'est souvent là qu'on donne des chiffres, des études, des mises en contexte un peu historiques, un peu difficiles des fois, du noir et blanc, des aspects plus arides. Mais on a un capital d'intérêt, donc OK, ça baisse. Et après, on commence ce qu'on appelle le début de la courbe dramatique. Donc là, souvent, c'est le personnage qui rentre en scène avec sa quête. Qu'est-ce qu'il veut? Et là, on découvre, OK, qu'il fait ça, il fait ça. Alors, on a découvert que quand on crée un personnage, on n'a pas le temps dans le contexte de ces petites capsules, mais on crée ce qu'on appelle des fois une table de récit. C'est-à-dire, on détermine ce personnage, qu'est-ce qu'il veut, quels sont les éléments favorables à sa quête, quels sont les éléments qui vont le nuire dans sa quête. On appelle ça les plus et les moins du récit du personnage. Et ces plus et ces moins, donc ces éléments favorables ou les éléments qui sont des obstacles, c'est avec ça qu'on va jouer. Quelqu'un veut changer la loi, qu'est-ce qui l'aide dans sa quête? Il a des amis qui l'encouragent, il a de l'argent, il a un passé judiciaire, il a plein d'éléments qui sont en faveur de sa quête, puis il y a des obstacles. Et on va devoir choisir parmi ces plus et ces moins sur lesquels on veut mettre l'accent. Et si on a ça en tête quand on cherche notre personnage, on lui demande qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous nuit. Est-ce qu'il y a des caractères de votre personnalité qui vous nuisent ou qui vous aident? Donc si la personne dit « moi j'ai un tempérament très paresseux », on ne l'aurait pas su si on n'allait pas chercher cette information en voulant savoir les plus et les moins associés à la quête du personnage. Et si on a appris qu'en fait il est un peu paresseux, on va le jouer dans notre storytelling, on va le jouer dans notre structure narrative. Donc là, on commence à raconter l'histoire et environ à peu près au tiers du reportage, souvent, on va placer ce qu'on appelle un point de non-retour. Et là, c'est une question qu'on pose souvent au personnage. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Et est-ce qu'il y a un moment donné où tout a chaviré pour vous? Est-ce qu'il y a eu un moment donné un point de non-retour? Est-ce qu'il y a eu un moment, un point tournant dans votre vie qui a fait que vous vous êtes dit « assez, c'est assez ». Si on n'a pas posé cette question, on ne l'aura pas. Et le point de non-retour, il peut être d'un point de vue éditorial ou d'un point de vue narratif, donc l'histoire du personnage. Parce que même si on a une courbe dramatique, en fait, il y a deux éléments toujours en parallèle. Il y a qu'est-ce que je suis en train de prouver d'un point de vue éditorial, qui est fondamental, mais aussi quelle est l'histoire que je raconte. Le lièvre et la tortue, c'est anecdotique. Qu'il soit arrêté pour acheter une banane, c'est anecdotique. Ce qu'on comprend, c'est que le contenu, lui, est très important d'un point de vue éditorial. Donc le point de non-retour vient créer un moment très fort, et c'est ça qui est important dans une structure narrative plus longue, de trouver ces points de tension ou ces points de non-retour, des fois il y en a même 2 ou 3, qui viennent comme consolider l'amorce ou l'hameçon, on appelle ça souvent le hook, l'hameçon, consolider ça pour que le téléspectateur se dise « Ah ouais, là il m'a eu, là il m'a eu. Ah, je suis obligé de rester jusqu'à la fin, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. » Et après, on continue la courbe dramatique jusqu'à ce qu'on appelle le sommet, la courbe de la baleine, qui est en fait le point culminant. Et donc, avant ça, on fait toujours ces plus, ces moins, c'est-à-dire qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est à l'encontre, etc. Et le point culminant, c'est le moment fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on a fait un tournage,
ou quand on a recueilli de l'information, on se demande, c'est quoi le meilleur moment dans l'histoire que je raconte? C'est ça qui devrait être mon point culminant. Mais comment est-ce que je vais arrimer ça avec mon point fort éditorial? Donc, quand on plante le clou finalement, puis qu'on dit, OK, voilà, j'ai prouvé mon idée maîtresse, les deux doivent être simultanément dans un moment fort à la fin de ma structure narrative, et après on conclut. Alors je sais que c'est très rapide comme proposition, mais le concept à retenir, c'est que quand on crée un reportage, il y a une grammaire. Il y a une grammaire, évidemment, de la langue, ça va de soi, mais il y a une grammaire structurelle. Et quand on respecte la grammaire structurelle, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile pour que les autres comprennent ce qu'on est en train de dire. On passe un message beaucoup plus facilement quand on utilise ces méthodes. Alors, la baleine se retrouve en fait finalement à cette structure narrative dans laquelle on va tresser constamment ma démonstration éditoriale, donc le journalisme pur. Quel sera l'impact environnemental des bouchons à Maurice, par exemple? Là, j'ai des faits importants que je dois proposer et mettre dans mon reportage. Mais je vais les mettre en fonction de l'histoire que je raconte. Et si je fais juste donner des faits, les gens ne vont pas retenir les faits. Mais si j'ai le personnage qui est parti à 5 heures du matin pour travailler, puis qui a eu des embouteillages, puis à cause de ça, il a raté l'accouchement de sa femme qui devait accoucher à l'hôpital, puis il a raté ça à cause des bouchons, ben là, on a une histoire peut-être plus intéressante pour raconter les bouchons, les bouchons à Maurice. Je dis n'importe quoi et j'improvise. Mais si on a une histoire pour illustrer le propos, bien, en racontant cette histoire, on détermine à quel moment de l'histoire c'est le bon moment pour faire intervenir tel ou tel élément éditorial, purement factuel, purement analytique, avec l'expert, avec les choses. Mais là, au moins, on présente l'histoire qui s'avale beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, cette courbe est ce qu'on appelle souvent la courbe de la baleine, structure narrative. Alors, en conclusion, moi, je dirais que c'est juste un tout petit aperçu de ce qu'on pourrait développer, mais ça nous permet de comprendre qu'en tant que journaliste ou en tant que communicateur, ça vaut la peine de prendre le temps, de se demander est-ce que je fais bien tout le travail que je dois faire pour ne pas aller trop vite. C'est quand on va trop vite qu'on fait des erreurs, on veut trop en dire, on veut tout mettre. Alors le pire, c'est de faire ce qu'on appelle mettre sa recherche en ondes. C'est la pire chose à faire. Tout dire, tout dire, tout dire. Non, il faut élaguer, il faut savoir comment dire les choses, comment choisir nos éléments et les présenter avec une histoire qui soit passionnante. Et je pense que si chacun fait un petit effort pour mieux examiner les différentes étapes de la création d'une histoire, d'impliquer le montage, si c'est à la télévision, la caméraman, la caméraman woman, si on implique tout le monde dans cette vision de raconte-moi une histoire pour faire passer le message, ben, à mon avis, ça donne des reportages très, 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 très différents. Les gens ne vont pas s'en rendre compte, mais ils vont se dire « Ah, c'était passionnant, écoute, c'était vraiment, je voulais toujours savoir ce qui allait se passer. » Et pourtant, on leur a parlé des bouchons de circulation sur les routes de Maurice. Alors quand même, il fallait le faire. Voilà. En bref, ça me fait plaisir de partager un petit peu avec vous. Puis je vous souhaite de raconter de très bonnes histoires, de belles histoires. Et si elles ne sont pas bonnes et pas belles, au moins de bien les raconter. Allez, au revoir.